bien donc, bienvenue au Bada de l'Esprit public du 8 avril. Donc nous étions à l'école alsacienne, nous y sommes encore d'ailleurs, et après avoir parlé d'abord des réformes institutionnelles d'Emmanuel Macron, nous avons ensuite centré notre conversation sur la situation de la Russie et de Vladimir Poutine, et donc selon une tradition qui maintenant commence à s'établir, dans la demi-heure qui suit, la parole va être aux questions de la salle et aux réponses de la tribune. La première question, Madame, vous étiez dans un état de grand appétit, et voilà, il y a un micro qui s'approche de vous, tout en haut, à droite. Non, il nous faut le micro, Madame. Si vous n'avez pas le micro, personne n'en profite, ni nous, ni la salle. Oui, alors Parfait. Je voulais vous remercier pour cette présentation de la Russie. Je travaille régulièrement en Russie depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, j'assiste à quelque chose. Je travaille surtout à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et depuis 10 ans, j'assiste en fait à une augmentation du sentiment anti-occidental. Et je voudrais juste rappeler que cette humiliation économique que ressent la Russie, elle est très importante, elle est perceptible en permanence. Et on voit aussi que beaucoup disent, oui, je vais aller vite, que beaucoup en fait disent, avant on avait la santé, avant on avait l'enseignement gratuit, avant on avait les bibliothèques, et maintenant comment ça se passe, Donc c'est pour ça aussi que la démocratie, oui, on la cherche la démocratie, mais ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir vivre et vivre comme avant, et ne pas avoir de telles disparités. Donc ça, c'est très sensible. Mais il y a autre chose, c'est justement ce côté anti-occidental, et je voudrais juste raconter une anecdote, et puis c'est pour ça que cette affaire, à mon avis, d'espionnage est importante et qu'il fallait réagir. Récemment, les personnes avec lesquelles je travaillais là-bas et qui sont européennes s'étonnaient, venant pour la première fois, de l'absence de sourire dans les rues, dans les endroits. Et en même temps, moi, je note qu'il y a une augmentation du sourire dans le service qui est rendu, etc. Et notre guide nous a dit, à la question pourquoi si peu de sourire, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que votre sourire ? C'est un sourire d'hypocrisie ? Qu'est-ce qu'il signifie, ce sourire occidental ? C'est le sourire Coca-Cola ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et ça, c'est la première fois que je sors, et on m'a sorti un texte d'un universitaire sur pourquoi l'enfant ne doit pas sourire en classe parce qu'il est sérieux, pourquoi, etc. Donc ça, c'est la question que je pose, c'est cette haine de l'Occident, et je trouve qu'elle revient très très fort également avec l'orthodoxie. Quelqu'un a-t-il sur cette Lucille Schmitt? Oui, Béatrice et puis après moi. Oui, non, je dirais pas forcément une haine de l'Occident. C'est une façon un peu peut-être rapide de le dire. Mais un peuple qui s'est senti humilié, à tort ou à raison, c'est pas le problème. S'il le vit comme une humiliation et génère chez lui effectivement une très forte réaction d'hostilité. Assurément. Et ils ont eu le sentiment d'avoir été humiliés. Au départ, ils pensaient que tout irait bien. Et nous, on a parlé toujours de transition. C'était le terme qu'on prenait. C'est-à-dire qu'ils allaient arriver à être comme nous et à avoir exactement le même régime que nous. Or, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le droit à la démocratie, c'est pas le problème. C'est qu'on est en train, en Russie, de repenser un système d'une sorte de souveraineté démocratique. Vous voulez nous imposer votre modèle, mais votre modèle, il est loin d'être parfait. Nous, on a le droit d'avoir le nôtre. Et c'est ça qui est en jeu. On ne sera pas l'équivalent de l'Occident. Et là où la situation est délicate pour nous, et là je rejoins complètement Jean-Louis Bourlanges, la Russie est un pays européen. C'est une culture qui est une culture très européenne. Si l'essentiel du territoire, c'est effectivement l'Asie, il est vide. Il y a très peu de gens dedans. Donc Moscou, Saint-Pétersbourg, toute la partie ouest est une situation européenne. Et moi, je pense que la grande question, et là, je suis d'accord avec Michaela, c'est comment on doit gérer l'Europe, ses rapports avec la Russie. Et ça, je crois qu'on a des sacrés progrès à faire. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que vous avez tout à fait raison sur l'état d'esprit anti-occidental qui est aussi instrumentalisé évidemment par Vladimir Poutine, puisqu'il a développé toute cette théorie du monde russe qui lui a permis de justifier notamment l'intervention en Crimée, qui permet aussi de justifier le sentiment qu'il y a un monde russe versus l'Europe. Alors qu'on vient de le voir, dans les faits, la Russie est européenne. Après ces 150 millions de personnes, la question, c'est évidemment établir une démocratie sur ce territoire et avec 150 millions de personnes.
et avec le passé qu'on vient de voir, c'est différent. Mais je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que pendant la campagne électorale, Vladimir Poutine a fait un seul discours, il n'a pas fait de campagne sur le fond, dans lequel il a parlé des armements. Et en fait, il y a aujourd'hui tout un débat sur la relance de la course aux armements entre les États-Unis et la Russie, qui est notamment instrumentalisée par Vladimir Poutine, justement sur cet interventionnisme russe pour combattre, au fond, l'animosité, l'agressivité à l'égard des Russes. Donc il y a tout un truc paranoïaque qui se développe là-dessus. Après, étant donné que l'économie de rente bat son plein et que il n'y a ni PME, mais peut-être que vous savez ça, encore mieux que nous, qu'il n'y a ni PME ni développement réel d'une économie diversifiée et que par ailleurs le PIB de la Russie est toujours inférieur à celui de l'Italie, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point est-ce que les questions intérieures et les questions aussi de démocratie au sens de ce que révèle Kemerovo, c'est-à-dire que la démocratie, c'est pas seulement les élections, surtout quand elles sont contrôlées. La démocratie, c'est ce que racontent des événements comme ça, imprévisibles, juste après les élections. Moi, je me rappelle qu'en 2009, il y a eu une très grande manifestation à Moscou contre la façon dont les oligarques utilisaient leur 4x4 pour rouler à 100 ou 120 à l'heure dans les rues de Moscou et dont ils écrasaient les gens. Donc la question, c'est aussi le sujet de l'état de droit, c'est-à-dire ces moments où quelque part la société russe réclame à partir de choses qui sont terribles, qui sont la mort en fait, la mort tous les jours. Quand vous allez à l'hôpital en Russie, vous pouvez mourir parce que vous avez une infection nosocomiale. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir, vous avez raison. Le sujet, c'est au fond comment est-ce qu'on continue à vivre en Russie aujourd'hui et la question démocratique, elle est posée autour d'actes vitaux. La vie, la mort des enfants, la question de l'utilisation des voitures. Donc c'est des choses auxquelles nous, on n'est pas habitués, mais au fond qui dévoilent aussi l'aspiration démocratique. Jean-Louis Bourlanges. Oui, non, je voulais simplement, à propos de l'hypocrisie à laquelle vous avez fait allusion, je voudrais rappeler ce que dit toujours Pierre Asner, notre ami Pierre Asner, qui disait que la phrase sur l'hypocrisie et l'hommage que le vice rend à la vertu est une phrase qui s'applique aux relations internationales. Quand un État commence à être hypocrite sur les droits de l'homme, c'est déjà le commencement de la sagesse. Autre question. Oui, merci. Je voulais revenir sur la question de la réduction du nombre de parlementaires, notamment à l'aune de ce que Philippe Meyer a dit en conclusion sur les moyens des députés. On a beaucoup parlé de la représentativité, enfin du problème en termes de représentativité que pose cette réforme. Il y a la question de l'efficacité. C'est ce que présente le gouvernement, c'est on va réduire le nombre de parlementaires à moyens constants pour qu'ils puissent embaucher plus de collaborateurs, qu'ils puissent mieux travailler les dossiers, que leurs interventions en séance puissent être plus profitables. Et moi, je voudrais partager une expérience, c'est que je suis allé à l'Assemblée assister à une séance il y a quelques semaines, et j'ai été frappé par en fait un débat de pantomime finalement, où chaque groupe parlementaire défend une position de principe, sans s'écouter, que les arguments, les contre-arguments parfois parfaitement recevables ne sont pas pris en compte dans la discussion parlementaire, et que finalement les cris d'orfraie qu'on entend à chaque fois que le gouvernement souhaite utiliser la procédure accélérée ou le 49.3, finalement, est-ce que ce débat parlementaire qu'on imagine a véritablement lieu dans l'hémicycle ? Monsieur le député. Moi, je partage l'extrême frustration que vous avez ressentie le mardi et le mercredi quand on a les questions au gouvernement. C'est épouvantable. Heureusement, le public ne l'entend pas parce que la prise de son est assez bien faite. On entend l'orateur, c'est-à-dire le député qui pose la question et le ministre qui répond, et on étouffe un peu les autres cris. Mais en règle générale, les députés ne peuvent pas entendre la réponse du ministre. Nous sommes vraiment des enfants piailleurs, chahuteurs, c'est indigne. Je vous assure que le Parlement européen, c'était vraiment tout à fait autre chose. On s'envisageait avant de se dévisager, on s'écoutait, on se répondait indépendamment des groupes. Moi, je suis effrayé de l'infantilisme de la vie parlementaire française. Ça, c'est quelque chose que je ressens très... Et je suis inquiet parce que dans la commission Balladur, qui avait préparé, dont j'avais fait partie, et je dois dire, je rends toujours hommage à Édouard Balladur, qui a été un président de commission absolument admirable. Il faisait marcher des gens comme Jacques Lang, Pierre Mazot, etc. Enfin, c'était pas facile. Et on avait quand même quelques idées simples, et notamment l'idée qu'il fallait valoriser le travail en commission. Pourquoi ? Je le disais au président Jacob l'autre jour dans un débat, en plénière, on vocifère. En commission, on délibère.
on s'écoute, on se reconnaît, on s'estime, on se tutoie, on s'aime bien, on plaisante, et on arrive à fabriquer des choses. Et donc, il faut que le travail de commission soit reconnu. Eh bien, ça a été une grande avancée de la réforme Sarkozy de 2008, qui était dans la foulée des propositions que nous avions faites dans la commission Balladur. Et je vois qu'actuellement, je vois partout, quand je discute avec des fonctionnaires, avec des gouvernants, que ça agace. Que l'idée que le gouvernement se trouve par exemple confronté en plénière à un projet de loi qui a été amendé en commission, c'est quelque chose car ils veulent revenir à l'état antérieur. Et l'état antérieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, le gouvernement manipule la procédure des amendements, il contrôle effectivement autoritairement tout ça, et on ne peut plus rien faire passer. Et je trouve que c'est grave d'avoir ces réactions, alors que certainement, l'une des directions qu'on devrait suivre dans cette réforme constitutionnelle, c'est l'approfondissement. Ils le disent par ailleurs, d'ailleurs, parce que le gouvernement est conscient de ça en même temps. Mais l'approfondissement de cette démarche qu'on avait engagée à l'époque de Balladur-Sarkozy, en 2007-2008, il faudrait aller dans ce sens, à faire adopter beaucoup plus de textes en commission et arriver là à une vraie délibération. Mais pour l'instant, vraiment, les vociférations en séance publique, c'est indigne d'un pays qui se veut une grande démocratie. Michaela Wiegel. Oui, je voulais rappeler un petit épisode parce que je pense aussi quand l'objectif recherché, c'est d'avoir des parlementaires plus responsables. Alors, il y a eu une tentative en Europe. On veut que l'Allemagne et la France travaillent mieux ensemble sur le domaine de la défense pour des opérations extérieures. En Allemagne, on sait, on a besoin de l'accord du Parlement. Et donc, une des idées, c'était de dire on va essayer de faire travailler plus les deux parlements ensemble pour justement avoir aussi plus de proximité dans les procédures pour mieux comprendre comment on peut avoir plus de crédibilité. Il y a eu une séance un peu cérémonielle pour lancer ce travail. Alors, à Berlin, alors que ce n'était pas une journée de séance habituelle, le Parlement était plein, tout le gouvernement était là. L'après-midi, tous les députés sont venus à Paris, dans l'Assemblée nationale, qui était quasiment vide. Et notamment, le groupe de la République En Marche, il y avait juste un tiers qui était présent. La ministre des Affaires européennes est arrivée à la fin du discours du président du Bundestag. Le Premier ministre n'est jamais venu. Ça n'a pas fait grand bruit, mais en Allemagne... En France, si. En Allemagne, en tous les cas, oui. Mais en Allemagne, en tous les cas, c'était perçu comme un signe que finalement, le Parlement ne voulait pas vraiment travailler avec le Bundestag tout en gardant des proportions sur ça. Et je pense, malheureusement, la réforme constitutionnelle n'adresse pas ces problèmes. Je ne m'explique toujours pas pourquoi la République En Marche n'est pas venue, pourquoi les députés ne sont pas venus. Lucile Schmitt. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'on s'intéresse à cette question des députés comme si leur rôle était exclusivement ou quasi-exclusivement de contrôler le gouvernement. Alors que comme ça a été dit, les députés doivent aussi faire la loi, c'est-à-dire proposer la loi. Et je trouve qu'il est assez intéressant de penser il faut quelque part qu'on se sorte d'un système mental où on pense que leur rôle, c'est de contrôler le gouvernement qui propose la loi. Il faut qu'ils proposent, les députés. Il faut qu'ils aident à alimenter le débat public, qu'ils fassent la loi, et pas seulement qu'ils donnent des amendements. Oui, je pense que c'est... Non, mais c'est un point essentiel. S'ils avaient la maîtrise de leur ordre du jour, ça aiderait quand même, parce que les propositions de loi ne sont pas... C'est ce que disait Philippe. Il faudrait qu'ils aient la maîtrise de leur ordre du jour. Moi, je connais beaucoup de députés qui ont cherché pendant toute la mandature à trouver la niche où ils pourraient déposer leurs propositions de loi. C'était un combat en soi. Donc ça, je pense que c'est un point essentiel. Il faut que, d'ailleurs, nous, citoyens, nous portions l'idée que le Parlement doit proposer la loi et pas seulement contrôler le gouvernement. La deuxième chose que je veux dire, c'est la question des commissions d'enquête. Moi, je me rappelle, j'avais une sympathie très grande à l'époque pour Montebourg et Payon lorsqu'ils ont mené leur commission d'enquête sur les paradis fiscaux, sur la question des tribunaux de commerce et au fond toujours sur la question de l'argent, de l'utilisation de l'argent et la question de la corruption, qui est un vrai sujet. Je pense qu'il faut évidemment que les commissions d'enquête soient activées. Encore faut-il trouver des personnes
flamboyante qui aujourd'hui porte ces commissions d'enquête ou porte ces propositions de loi qui emmerderont, soyons clairs, le gouvernement. Et aujourd'hui, je cherche ces leaders parlementaires. Franchement, je ne les trouve pas. Donc peut-être qu'ils vont se révéler quand on aura fait la réforme, j'espère. Mais le sujet, c'est peut-être aussi d'activer, nous, citoyens, cette idée du leadership parlementaire. Ça existe, le droit, et après, ça existe la sociologie, et ça existe la révélation du leadership. Donc, pour terminer, je pense que le sujet, c'est aussi l'articulation entre citoyens et Parlement. Et ça n'a rien d'institutionnel. C'est aussi une question de désir du côté des associations, de la société civile, comme on dit. Jean-Louis Bourlanges. Oui, 2 remarques sur cette affaire du Parlement. Moi, dire, j'étais pas là parce que j'étais en Roumanie, en Bulgarie pour représenter dans une réunion de la présidence bulgare. De toute façon, ça s'adressait pas. C'est pas. Non, mais j'étais pas là. Mais je dois dire que ce qui est absurde dans cette affaire, c'est d'avoir fait ça le lundi, parce que ça, c'est la particularité du système français. Le lundi, c'est un jour de circonscription. Donc, et en Allemagne, c'était pareil. Ils sont quand même venus. Le rapport aux circonscriptions n'est pas le même. Et je suis tout à fait d'accord. Je crois que ça montre le problème. C'est que on passe notre vie à dire que le but du parlementaire, c'est de ne pas être hors sol. C'est pas vrai. Le but du parlementaire, c'est de contrôler. Et c'est de contrôler le gouvernement et de faire la loi. Le but la représentation nationale, c'est pas de représenter les 4 communes de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, même si je suis très content d'être dans les 4 communes de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine. C'est de représenter une certaine idée de l'avenir, qui est celle de mon parti, qui est celle de nos idées, et d'essayer de faire passer auprès du gouvernement. C'est ce travail-là. C'est pour ça qu'il faut une articulation bien meilleure avec le Sénat, avec les collectivités territoriales, combiner tout cela avec une décentralisation. Il y a toute une mine d'idées qui pourrait nourrir une vraie réforme, non pas simplement institutionnelle ou constitutionnelle, mais une réforme de la République française. Bon, là, on voit bien, on était dans cette contradiction, et les gens de la République En Marche ont été complètement inconscients d'organiser ce truc-là sans battre le rappel, sans expliquer qu'il fallait absolument être à Paris ce lundi pour recevoir M. Chaobleux et participer à cela. Ils ont laissé faire comme dirait le général de Gaulle, c'était l'effet de leur inexpérience. Mais ça touche un vrai problème. Mais c'était évident que le lundi, c'est pas par paresse, c'est pas par désintérêt, c'est que l'organisation actuelle est faite ainsi. Parce que on n'attend pas d'un parlementaire. Moi, je me rappelle, j'ai une amie qui est parlementaire socialiste, dont le mari est dans cette salle, et qui me disait, je ne dis pas mon nom, je ne dis pas le nom, je ne trahis pas mes sources, et qui, quand elle a été élue députée socialiste, m'a dit, je suis arrivé à Paris, et on m'a dit, écoutez, le groupe s'occupe de tout, vous rentrez chez vous, vous vous occupez de vos électeurs. Bon, et ce qui était vrai du groupe socialiste était parfaitement vrai de tous les groupes de la majorité, comme de l'opposition de l'époque. C'est pas ça, la vie parlementaire. C'est autre chose. Alors évidemment, les électeurs aiment bien. Les électeurs sont des prédateurs. Ils aiment bien prendre et manger leurs parlementaires. Mais le parlementaire doit pouvoir résister. Alors, un mot quand même sur la démocratie, c'est sur ce donner qu'a la dit. parole à la salle. Je veux dire que je ne crois pas à la différence. Le Nouvel de Esprit Lucie. Public est une émission bottom-up, raison pour laquelle nous allons maintenant prendre à Bon, vote. alors je ne réponds pas à Lucille sur un point précis. Mais une Sur autre la fois. proposition, le pouvoir de proposer. Très important. Je vous ai perdu du coup. Où est-ce que vous êtes là? Allez-y. Non, mais je vais vous donner l'occasion de reprendre la parole. Juste parce que j'ai une question pour Jean-Louis Bourlanges, justement. C'est que on sent qu'il y a une petite contradiction quand même dans vos. Parce que vous nous expliquez en début d'émission que vous défendez le droit des fonctionnaires à retrouver leur poste à l'issue d'un mandat parlementaire, d'un ou plusieurs, et en donnant l'exemple très méritocratique des professeurs agrégés. Et donc on a tout le respect que l'on doit aux professeurs agrégés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça induit un biais puisque je crois qu'on entendait dans la précédente mandature qu'il y avait 75% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Et donc, est-ce que ça, c'est pas en contradiction avec la représentation nationale que vous appelez de vos voeux et qui, est-ce que une Assemblée nationale avec 75% de fonctionnaires, est-ce que c'est vraiment la représentation nationale, la meilleure représentativité, voilà. Monsieur l'agrégé député. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le fait qu'il y ait ce déséquilibre. Mais ce qui ne va pas, c'est que dans le privé, vous avez beaucoup de mal à retrouver un boulot après.
Donc, est-ce qu'on va, alors que dans la fonction publique, on a à peu près réglé le problème, c'est-à-dire qu'on peut être pendant quelques années député et on n'est pas condamné à l'inactivité après, est-ce qu'on doit supprimer ce qui marche pour ce qui ne marche pas? C'est comme si vous alliez à Lourdes avec une main paralysée et qu'au nom de l'égalité de vos deux mains, vous ressortiez avec les deux mains paralysées. C'est ça que vous proposez, c'est ça qu'on propose. Non, je ne veux pas. Si on allait dans le sens qui est proposé, parfois ne pas retrouver le sens de la proposition de Bruno Le Maire qu'il a naguère. Hein, je ne suis pas sûr qu'il soit encore d'accord avec ça maintenant, mais ça consiste à dire que vous n'aurez pas simplement de professeurs qui seront députés, c'est tout. Alors, vous n'avez déjà pas de gens de cadre supérieur, vous n'avez pas beaucoup de chefs d'entreprise, les avocats se débrouillent pour garder un peu, bidouiller un peu leur cabinet. Les ouvriers n'ont pas envahi non plus les bancs. Vous n'aurez pas de fonctionnaires, et puis c'est tout. Mais il faut quand même il faut guérir ce qui ne va pas et non pas rendre malade ce qui est bien portant. Madame, tout en haut. Bonjour. Madame Gibelin, vous nous parliez du nombre des députés au Royaume-Uni. Mais on cite aussi le cas des États-Unis, où là, ils ont beaucoup moins de représentants proportionnellement à la population. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, mais les États-Unis sont un État fédéral, c'est-à-dire que chaque État a son Parlement, a ses ministres, on ne peut pas comparer des États fédéraux avec des États comme le nôtre, qui est un État centralisé. On est sur des situations vraiment extrêmement différentes. C'est vrai, on cite toujours les États-Unis qui ont un très petit nombre de députés par rapport à la taille de leur pays, bien sûr. Mais il y a tout un arsenal pour gérer ce grand territoire et ce grand pays, parce que c'est un État fédéral. Et vous savez que les États fédérés ont énormément de pouvoir, avec des différences très grandes des uns aux autres. Donc, il faut comparer ce qui est à peu près comparable. Et beaucoup plus que 2-3 mandats. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ajoutez à ça qu'il y a une garantie du nombre d'élus par État, notamment au Sénat. Il y a 2 sénateurs par État, quelle que soit la population de cet État, ce que les réformes telles qu'elles s'annoncent, en tout cas aujourd'hui préparées par le gouvernement, n'assureront pas. Et ce qui paraît d'autant plus grave que les régions qui, si la réforme est adoptée en l'état, les régions qui auront des représentants pour une surface encore plus grande, sont précisément ces régions de ce qu'on appelait autrefois la France d'en bas, puis après la France profonde, et puis maintenant la France périphérique, mais qui sont les régions dans lesquelles toutes les institutions se retirent progressivement et qui en ont donc tiré un sentiment d'abandon réel, lequel se traduit politiquement par une montée des extrêmes. Il y a tout en haut, je crois, la dernière question, tout en haut à droite, presque au poulailler, si je puis dire. Je vais faire court, on reste dans le même sujet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la difficulté d'avoir une opinion claire sur ce projet de loi est liée aussi au fait qu'on est dans une période de transition entre un système jacobin qui a été très efficace avec une population limitée et un programme de décentralisation vers lequel on va qui n'est pas encore tout à fait efficace? Qui veut répondre sur cette, Lucille Schmitt? Je pense qu'on sera peut-être plusieurs à répondre, mais il me semble qu'un programme de décentralisation sans moyens, c'est problématique, et qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est ce débat entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron, parce que je rappelle que la question de la suppression du Sénat a été agitée depuis déjà une vingtaine d'années, et que quelque part, maintenant, c'est le principal interlocuteur d'Emmanuel Macron. Et je pense que Gérard Larcher, en plus, il y a une espèce de dichotomie physique entre les deux, n'est pas seulement... Gérard Larcher n'incarne pas seulement le côté patelin, presque Ramin Agrobis face à la lame. Il est très différent de François de Rugy, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il a quelque chose aussi... il a une espèce d'enracinement historique, je crois, qui dit aussi le bon sens sur la question des départements notamment. Et le sujet sur la décentralisation, c'est que quelque part, là encore, on a été assez technocratique, c'est-à-dire faire les 13 grandes régions, mais sans réfléchir à l'articulation avec les départements, voire à proposer la suppression, vous le savez, de plusieurs départements en Île-de-France, etc. Donc on fait tout à la fois sans donner un sens et un contenu et sans donner les moyens au territoire
de mener, je dirais, des politiques de lutte contre les inégalités. Par rapport à ce que vient de dire Philippe, le sujet, c'est est-ce que cette nouvelle réforme constitutionnelle ne va pas accentuer les inégalités, ne va pas quelque part susciter on appelle ça le populisme, mais je pense que c'est aussi le sentiment d'être exclu dans son propre pays. Donc là, il y a quelque chose qu'il faudrait maîtriser en dehors de faire du mécano. On a parlé de la SNCF, il y a aussi un mécano institutionnel, et il faudrait le remplir quelque part d'un projet de chair et de sang, si je puis dire. Jean-Louis Bourlanges. Oui, dans la chair et le sang, je crois que Gérard Larcher est un vétérinaire qui montre bien qu'il ne dédaigne pas de manger ses clients. C'est sur cette excellente parole que nous vous remercions d'avoir assisté à ce BADA après l'enregistrement de l'émission. Continuez à faire connaître notre podcast et à la semaine prochaine. Merci.